can we do about it? And what is consciousness, or the notion of self? If I lose my awareness of myself, am I still human? I don't know. But over the next 6 months, these are the questions that we're going to be exploring. Franchement, j'aimerais bien faire la même chose. Oh, bah alors n'y pense même pas, mon grand. Hein. T'es psychologue, hein, pas cinéaste. Bon, bah, je sais pas, moi je trouve l'idée sympa. Puis ça nous changerait. Hein. Mais arrêtez votre délire. Bah quand même, ça serait un nouveau hobby, créatif en plus. Non mais attends, avec ton TDA, ça va te prendre 500 ans pour faire une seule vidéo. Bah, je sais pas. Moi j'aime l'idée. Puis ça nous rappellerait des bons souvenirs. Tu te souviens quand on était gamin, les vidéos sur Movie Maker? Ah ouais. Écoute, franchement, je crois que je vais le faire. Oh, ça suffit, hein. Si c'est pour entendre votre délire, moi je me casse. T'inquiète pas, je vais lui parler. Alors, première vidéo la semaine prochaine? Générique. Alors on va pas se le cacher, on fait face à un sacré challenge, chacun de nous. Et l'ennemi est là. Nous sommes en guerre. Alors le terme peut paraître un peu fort, mais psychologiquement, la situation commence un peu à y ressembler. Les soignants hospitaliers et libéraux sont effectivement face à un stress continu qui ressemble au moins sur plusieurs points au stress des soldats au front. Pour les aider, on assiste à une très belle mobilisation des professionnels qui pratiquent le soutien psychologique, et chaque jour, l'objectif de ces dispositifs de soutien qui se multiplient, c'est d'être un peu plus organisés pour pouvoir aider au mieux. Nos soldats les soignants, du coup, bien évidemment. Mais vous aussi. Et avec ces vidéos, c'est avec vous que j'ai envie de bavarder un peu. Parce que la situation du peuple en guerre, même si c'est une guerre particulière, elle n'est pas toujours simple non plus. Être privé de ses mouvements, en plus d'être impuissant face à un truc qu'on ne voit pas, c'est une pression qui n'est effectivement pas fatale, mais c'est une pression qui est continue et qui s'ajoute à la situation particulière de chacun. Si vous êtes à 5 dans 30 mètres carrés, si vous êtes à 1 dans 500 mètres carrés, si un membre de votre famille est à l'hôpital à l'autre bout de la France, ou même si vous avez une consommation régulière de cannabis et que vous n'avez plus accès à votre fournisseur. Évidemment, le risque d'une pression continue, c'est que ça pète. Plus que jamais, il va effectivement être important du coup de prendre soin de soi et de ceux qu'on aime. Et là, le risque, c'est que certains d'entre vous soient tentés de prendre plus soin des autres, notamment peut-être ceux qui sont dépendants d'eux, que d'eux-mêmes. Si c'est le cas pour vous, j'aimerais que vous pensiez quelques secondes à une image. Lorsque vous prenez l'avion, l'hôtesse de l'air, avec ses gestes Flou. demande qu'en cas de dépressurisation de la cabine, vous mettiez d'abord le masque à oxygène sur vous-même avant de le mettre sur la personne à côté de vous. Et elle insiste, parce que si jamais vous le mettez sur l'enfant de 5 ans qui est assis à côté de vous avant de le mettre sur vous-même, vous risquez de tomber dans les vapes avant d'aider les 4 autres personnes de la rangée, en plus de risquer d'y passer. Alors pour ce qui est de la situation actuelle, vous n'êtes peut-être pas en danger immédiat d'asphyxie, mais croyez-moi, pour plusieurs d'entre nous, l'air va lentement mais sûrement se raréfier dans les jours qui viennent. Que ce soit dû au confinement lui-même ou aux conséquences du confinement. Du coup, le premier conseil que je peux vous prescrire, alors je précise que je ne suis pas médecin, je suis psychologue, la seule chose qu'on prescrit ce sont des conseils. C'est sans doute pour ça qu'on ne nous prend pas souvent au sérieux. C'est tout simplement de vous demander, c'est quoi mon masque à oxygène à moi? Est-ce que c'est mon chat, les vidéos YouTube, les tartes aux pommes, les docu-RT sur les cucurbitacées? Bref, trouvez un truc. Maintenant, le sujet de cette première vidéo, c'est la situation dans laquelle, malgré vos efforts, vous n'arrivez pas à trouver de masque à oxygène. Ou bien alors vous pensez que vous en avez trouvé un ou plusieurs, et pourtant vous avez quand même le sentiment d'étouffer. Là, l'erreur, ça serait de vouloir se la jouer invincible façon Superman ou Wonder Woman, qui sont, je vous le rappelle au cas où, des BD. Captain Hindsight, the hero of the modern age. C'est-à-dire que dans la fiction, eux, ils peuvent soulever une voiture tout seuls. Vous, dans la vraie vie, il va falloir que vous demandiez un coup de main à un paquet de monde si vous voulez faire pareil. Et dans ce cas-là, c'est toujours utile de pouvoir demander à quelqu'un qui a des outils, comme un garagiste par exemple. Tout le monde sait d'ailleurs que trouver un garagiste, c'est pas la même chose que trouver un bon garagiste. Pour la thérapie, c'est pareil.
À part que pour la mécanique du cœur, votre garagiste il peut être psychiatre, lui il a fait au moins 7 années de médecine, c'est le docteur qui peut prescrire des médicaments. Psychologue, c'est le mécanicien des émotions et des pensées formé à l'université, lui il a fait 5 années d'études. Psychothérapeute, il a au moins eu 400 heures de théorie et fait un stage de 5 mois dans un service avec des patients, c'est un titre qui est protégé par l'Agence régionale de santé. Psychanalyste, là ça devient un petit peu plus délicat parce que c'est pas vraiment un titre protégé au niveau gouvernemental, mais certains psychanalystes ont aussi le titre de psychiatre ou de psychologue. Sophrologue, là le titre n'est pas non plus protégé et les formations sont très inégales d'une personne à l'autre. Coach, pareil, et croyez-moi, j'en passe. Le truc avec ces garagistes, c'est qu'en fonction du courant auquel ils appartiennent, ils sont pas forcément d'accord, même sur les trucs de base comme à quoi sert le volant et où vont les roues. Mon but ici, c'est pas de vous détailler toutes les différences précises entre les différents types de thérapeutes, il y a plein d'autres vidéos sur YouTube qui font ça. Mon but, c'est pas non plus de vous dire quelle approche est la meilleure, déjà parce que ça ferait moins un charlatan, et puis surtout parce qu'il y a pas mal de données aujourd'hui qui existent qui montrent que l'approche de votre thérapeute compte nettement moins que la confiance que vous avez en lui. Ça porte un nom et ça s'appelle l'alliance thérapeutique. L'alliance thérapeutique, c'est une collaboration entre un patient et un thérapeute basée sur une confiance réciproque et une capacité d'écoute mutuelle, ainsi qu'un accord sur les objectifs de la thérapie et les moyens d'y parvenir. Et moi, ce qui m'intéresse justement, c'est beaucoup plus les signes que vous pourrez repérer et qui pourront vous permettre de sentir que vous pourrez développer une relation de confiance avec un thérapeute qui va tout faire pour bien vous aider. Faut que je me dégote un psy balai si je veux pas finir l'histoire en vrac. J'ai déjà la pupille en vrille. Donc je me suis dit, pour une première vidéo YouTube, je vous propose un petit tuto. Comment bien choisir son psy ? Alors je ne doute pas qu'il y en aura qui ne sont pas d'accord avec ça, mais personnellement je pense que tous les bons thérapeutes partagent un nombre important de points communs, indépendamment de leur obédience théorique. Un premier bon signe, c'est effectivement si votre thérapeute a un vrai diplôme, reconnu par un organisme de confiance comme l'Agence régionale de santé en France par exemple. Vous pouvez vérifier ça en demandant au professionnel son numéro ADELI, qui atteste du coup qu'il est reconnu au moins comme formé. C'est un premier gage, modeste certes, qui atteste que la personne qui vous reçoit a déjà vu d'autres patients avant vous et qu'elle sait un minimum ce qu'elle fait. Alors pour bien comprendre ce point, je vous propose qu'on prenne l'image d'une voiture de rallye. Dans une bonne thérapie, c'est toujours vous qui êtes au volant. Le thérapeute n'est que votre copilote. C'est donc vous qui devez décider d'accélérer ou de ralentir, de tourner ou d'aller tout droit. La mission du thérapeute, c'est la même que celle d'un copilote dans un rallye, c'est-à-dire qu'il tient la carte. Et il vous conseille effectivement occasionnellement de tourner à gauche ou de tourner à droite, tout en étant bien conscient que c'est vous qui avez les yeux sur la route et qui savez donc quand et où est-ce qu'il faut tourner. Et pour effectuer correctement cette mission de copilote, votre thérapeute va donc devoir déployer un certain nombre de savoir-faire. Et j'insiste, même chez un psychanalyste, ce travail se fait logiquement en différentes phases. C'est la première étape de votre collaboration thérapeutique, le moment pour votre thérapeute d'écouter votre histoire et de chercher à comprendre comment vous représentez le problème qui vous amène. Et exactement comme dans la conduite automobile de haut niveau, le maître mot de cette étape, c'est construire de la confiance. Attention avec ce mot, je n'entends pas que votre thérapeute doit forcément vous trouver une maladie et un traitement. Par diagnostic, j'entends bien son sens étymologique, c'est-à-dire le dia, du grec ancien dia, à travers, et qui, utilisé en tant que préfixe, indique un processus, une traversée, puis gnostique, du latin gnostici, lui-même dérivé du grec gnostikos, et qui signifie aptitude à comprendre et à connaître. Ce qui veut dire en gros qu'une fois que vous êtes arrivé dans le bureau de votre thérapeute et que vous lui avez raconté la vision que vous avez depuis votre position de conducteur de votre problème, son rôle à lui, c'est de commencer à tracer une carte qui représente la situation dans son ensemble, même les détails qui vous paraissent pas forcément importants, et qui doit à la fin pouvoir vous aider à identifier ensemble concrètement ce qui vous empêche d'avancer. Une fois que vous avez bien identifié les mécanismes qui vous posent du souci, vient le temps de travailler dessus. C'est le moment où vous devriez bien sentir que votre thérapeute joue son rôle de copilote. En tentant toujours d'ajuster sa carte pour correspondre le mieux à ce que vous lui décrivez, et en se montrant un peu plus créatif à chaque fois dans sa manière de vous aider à vous orienter. Et même si c'est un expert de la cartographie à l'aveugle, c'est aussi très important qu'il vous montre que même s'il vous conseille le chemin A, il est conscient que vous êtes mieux placé pour savoir si le chemin B est plus adapté pour vous. Ensuite, c'est une étape qui nécessite de l'honnêteté des deux côtés. Avant-dernier point très important, un bon thérapeute va normalement vous montrer une envie de s'améliorer. Concrètement, vous devriez au moins sentir qu'il s'intéresse à comment vous vivez le travail thérapeutique et aussi de temps en temps qu'il se demande sur quel point est-ce qu'il peut faire des progrès avec vous. Un très bon signe de ça selon moi, c'est quand vous posez une colle à votre psy, ça arrive pas si rarement, et qu'au lieu de faire comme s'il savait tout, il vous répond qu'il va faire des recherches d'ici la prochaine séance pour pouvoir mieux vous répondre. Ça, c'est jugé non nécessaire par certains, ou très difficile, et pourtant c'est un signe hyper important qui m'amène à mon dernier point. C'est peut-être pour moi la qualité la plus importante à trouver chez un thérapeute, et qui peut faire toute la différence entre celui qui se repose sur ses lauriers et qui applique une technique toute prête, et celui qui cherche vraiment à trouver ce qui fonctionnera le mieux pour vous, même si ça sort du champ de ses compétences.
Pendant longtemps, j'ai dit à mes patients qu'un bon psy, c'était comme une paire de chaussures. Si à chaque fois que vous marchez avec, c'est inconfortable et ça vous file des ampoules, bah c'est qu'elle n'est pas adaptée à votre taille. Mais depuis, j'ai un petit peu adapté mon image en entendant une anecdote racontée par Idriss Aberkan. Si vous allez chez un cordonnier et qu'il vous dit « Tu sais quoi, c'est certainement pas à ma chaussure de se faire à ton pied, c'est à ton pied de se faire à ma chaussure. » Ben là, vous allez lui répondre « T'es un sale con qui connaît pas son métier. » Parce que mon pied, je vais le porter un peu plus longtemps que ta chaussure. Ta chaussure, dans 4-5 ans, elle est bousillée, je la porterai plus, je vais changer. Bon. Et mon pied, par contre, j'espère quand même que je vais le porter assez longtemps, donc c'est certainement pas à mon pied de se mettre à la forme de ta chaussure, c'est à ta chaussure de se mettre à la forme de mon pied, c'est basique. Enfin, je vous dis que c'est basique, mais retenez que dans l'histoire, ça n'a pas été. Hein. Il a fallu se battre intellectuellement pour que ça soit basique pour tout le monde dans cette pièce aujourd'hui. Mais ce combat intellectuel de haute voltige, eh ben, il a mené au fait que n'importe qui dans cette salle sait qu'un cordonnier qui arrive et qui vous dit « c'est à votre pied de se faire à ma chaussure », c'est un mauvais cordonnier. Bon. Pour le cerveau, on n'a pas le mot de cordonnier. Mais c'est le même sujet. C'est-à-dire que quelqu'un qui arrive et qui vous dit « c'est à ton cerveau de se faire à mon système, et c'est certainement pas à mon système de se faire à ton cerveau », en fait, il est en train de vous arnaquer. Alors cet exemple, vraiment bien choisi selon moi, ça lui sert à expliquer le concept de neuroergonomie. La neuroergonomie, c'est l'étude des structures et fonctions du système nerveux durant l'exécution d'une tâche, ici la thérapie, dans le but d'améliorer les performances et de diminuer le risque d'erreur. Et c'est aujourd'hui un concept qui me paraît très adapté pour un travail thérapeutique. En tout cas, c'est la manière dont moi, j'essaye de travailler. Alors pour conclure, je vous propose que l'ensemble des vidéos qui vont suivre sur cette chaîne soient faites pour vous décrire une approche de la psychothérapie qui se développe un peu plus chaque jour et qu'on pourrait éventuellement considérer comme de la psychothérapie neuroergonomique. À savoir une thérapie qui s'appuie sur des concepts et des méthodes adaptés à votre système nerveux avec un grand N. Non pas en se focalisant sur la grosse boule de neurones que vous avez dans votre boîte crânienne et qui semble obséder les labos pharmaceutiques, mais plutôt en considérant que des neurones, vous en avez jusqu'au bout des orteils et que donc, 1. Vous êtes cerveau de la tête aux pieds. 2. Ce système qui est composé de votre corps et de votre esprit, votre mental, gère tout votre fonctionnement au quotidien, votre sommeil, votre appétit, votre concentration, tout. 3. Ce même système est influencé tous les jours par votre fonctionnement émotionnel. Ça, on en parle dans la prochaine vidéo. 4. Les choses qui se passent dans votre vie, notamment en déclenchant vos émotions, peuvent modifier le fonctionnement de votre système. Parfois même, on verra en profondeur. Voilà, j'en ai fini avec cette première vidéo, déjà longue, mais qui vous aura permis de découvrir un de mes traits de personnalité les plus saillants. Je suis bavard. Alors si on résume les points à retenir, tout le monde n'est pas obligé de voir un thérapeute, quand ça va pas, votre chat ou vos amis peuvent parfois faire l'affaire. Lorsqu'on cherche un bon thérapeute, il a au minimum un diplôme reconnu, une méthodologie, un bon sens de l'adaptation. Et enfin, une thérapie qui s'adapte à vous est toujours mieux qu'une thérapie qui vous demande de s'adapter à elle. Même si ça ne veut pas dire qu'il ne faudra pas fournir des efforts, parfois importants, pour que ça marche. Voilà, prenez bien soin de vous, et je vous dis à la prochaine vidéo. Don't blow it, Cage. Don't blow it, Cage. Just play the best shit you've ever fucking played. Don't blow it, Cage. Don't blow it, Cage. Just play the best shit you've ever fucking played. Solo. On a une citrouille qui miaule depuis tout à l'heure. Tu vas devenir une star.